dans un quartier poussiéreux de Yopougon, tout le monde connaissait l'histoire d'Aïssata. Première née d'une famille de 4 enfants, père mort trop tôt, mère fatiguée par les années et la maladie, elle comprendra bientôt que tout le poids de la famille tombera sur elle. Quand le père est décédé, les voisins sont venus, ils ont pleuré, ils ont promis d'aider. 2 mois plus tard, plus personne ne venait. Seuls ceux à qui le papa devait de l'argent se souvenaient encore de cette famille. Il ne restait que les factures, le loyer, les petits frères qui avaient faim. Aïssata avait 19 ans. Elle a quitté l'école sans discuter. Elle a commencé à vendre des beignets le matin, à faire des ménages l'après-midi, parfois à laver du linge jusqu'à minuit. Elle dormait peu, mais elle souriait toujours. Parce que dans la maison, il y avait l'espoir. Son petit frère Pablo. Depuis qu'il était petit, tout le monde disait qu'il était différent, intelligent, prometteur. La mère répétait souvent « Toi, Aïssata, tu es une fille, tu vas te marier. Pablo, lui, c'est un homme, c'est lui qui va porter le nom. » Chaque franc qu'Aïssata gagnait avait une destination claire, financer les études de son petit frère Pablo. Elle payait ses cahiers, son uniforme, ses cours supplémentaires. Quand il a eu son bac avec mention, le quartier a fêté ça comme une victoire nationale. Aïssata, elle, avait les mains brûlées par l'huile chaude, mais elle souriait comme si c'était son propre diplôme. Pablo a été accepté à l'université à Dakar. Les frais étaient énormes. Aïssata a vendu ses quelques bijoux et pagnes, elle a pris en crédit auprès d'une tontine, elle a accepté en travail de nuit dans un maquis. Dans ce maquis, le patron se comportait comme un pervers envers elle. Il posait trop souvent la main sur son dos, lui touchait les cheveux et faisait des propositions malsaines. Aïssata n'avait personne à qui parler, ni sa mère souffrante, ni ses voisins moqueurs et bavards. Elle encaissait. Elle se répétait « Je vais être courageuse. Je ne peux pas quitter ce travail, c'est pour mon frère, c'est pour Pablo. » Effectivement, elle finançait les études de son frère en lui envoyant de l'argent dès qu'elle recevait son salaire, plus les bénéfices de ses autres petits commerces. 3 années passaient. Pablo appelait parfois, d'abord pour remercier, puis il a commencé à appeler de moins en moins. Il parlait vite, pressé, parfois. Aïssata sentait qu'elle le dérangeait. Il disait qu'il devait réseauter et qu'il n'avait pas trop de temps. Un jour, il a appelé pour annoncer « Aïssata, j'ai une opportunité pour aller en France. Visa, logement, frais de scolarité, je compte sur toi. » Aïssata a serré les dents. « Bien sûr, je vais m'arranger pour que tu ne rates pas cette opportunité », a-t-elle murmuré, même si elle sentait la fatigue écraser ses épaules. Elle a travaillé jusqu'à tomber malade. 8 années sont passées, 8 ans à envoyer de l'argent chaque mois. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quasiment tout ce qu'elle gagnait. Pendant ce temps, tout le monde lui disait qu'elle vieillissait. « Aïssata, tu te maries quand ? Aucun homme ne voudrait d'une femme toujours dehors à travailler. Tu ne t'habilles pas de manière intéressante, tu portes toujours les mêmes choses. Fais un effort. » Mais Aïssata n'avait simplement pas l'argent pour s'acheter toutes ces choses. Elle s'en fichait. Elle imaginait le jour où Pablo reviendrait diplômé, reconnaissant. Elle pensait avant tout à ce devoir de sœur qui lui tenait à cœur. Elle imaginait acheter une vraie maison pour sa mère, ouvrir un petit commerce tranquille, enfin dormir. Puis un après-midi, la nouvelle est tombée. Pablo rentre au pays. Toute la famille se prépare. On peint les murs, on emprunte des chaises aux voisins. Aïssata porte son plus beau pagne. Quand il descend de la voiture climatisée qu'il a déposée devant la maison, Pablo ne ressemble plus au garçon qu'Aïssata connaissait. Costume ajusté, montre brillante, lunettes sombres, il serre des mains, sourit, parle vite. Aïssata court vers lui. « Pablo !» Elle lui prend les mains, mais il la regarde à peine, sourit rapidement. « Salut sœur !» dit-il en se détachant doucement. Puis il est allé vers ses anciens amis du quartier. Aïssata sent un vide dans sa poitrine, mais elle chasse la pensée. Ce n'est que la fatigue du voyage sûrement. Les oncles et tantes qui ne prenaient jamais de nouvelles sont réapparus. Ils s'imaginent peut-être que Pablo est maintenant un milliardaire avec leur triste mentalité. Le soir, pendant que la famille fête le fils prodige, Pablo dit à voix haute dans le salon « On se réunit la famille ?» Tout le monde s'assoit. Il prend les papiers qu'il a apportés. « Je voudrais vous faire savoir que j'ai racheté le terrain familial. Il est maintenant à mon nom. Je travaille maintenant dans une grande compagnie et ce terrain doit être sécurisé. » La mère sourit. Les tantes échangent des regards. Aïssata sourit, pensant qu'il prépare une surprise. Puis Pablo ajoute froidement « La maison doit changer. Il faut de l'ordre ici. Je ne veux plus de désordre autour de mon image. Aïssata, tu donnes une mauvaise image. À 31 ans, tu n'es pas mariée. Tu traînes trop dans le quartier. » Aïssata reste figée. « Quoi ?» cria-t-elle. Pablo la regarde droit dans les yeux, impassible.
Je te l'ai dit, tu restes ici et ça ne convient pas. Tu dois partir. Je vais rebâtir cette maison. Les méchantes tantes hochent la tête. Elles soutiennent Pablo au lieu de le conseiller. La mère baisse les yeux. Aissata serre les poings. Elle sent le sol s'ouvrir sous elle, mais elle ne dit rien. Elle comprend juste que ce soir, tout ce qu'elle a construit n'était qu'une illusion. Le lendemain matin, Aissata ouvre la porte et trouve Pablo debout devant la maison, les mains dans les poches, le regard froid. Il ne parle pas d'abord. Il regarde autour de lui, puis dit « Mets tes affaires dehors. Tout ce qui est à toi, prends-le et sors. » Elle cligne des yeux, refuse de bouger. « Pablo, mais c'est ma maison aussi. Et si tu es ce que tu es aujourd'hui, c'est aussi un peu grâce à mes sacrifices. Je sais que tu as travaillé, mais tu dois te rappeler que je t'ai soutenu. » Pablo hausse les épaules et répond « Ce que tu as fait, c'était ton devoir, ma sœur. » Aissata sent la rage monter. « Tu crois que je vais juste disparaître après tout ce que j'ai fait pour toi? Tu veux me chasser de la maison de mon père? Tu me demandes de quitter notre maison ?» Pablo la fixe et dit « Je ne demande rien, je décide, j'exige, tu dois partir. » Les voisins commencent à regarder depuis la rue. Certains chuchotent, d'autres secouent la tête. Aissata prend son sac, elle l'ouvre, elle attrape quelques vêtements, ses ustensiles de cuisine, quelques papiers importants, elle serre son sac et sort, sans un regard en arrière. Elle s'installe chez une amie pour quelques semaines, elle recommence à vendre du riz dans la rue. Au début, juste un petit réchaud, une marmite, une table en bois. Elle appelle les clients, coupe les légumes, fait frire le poisson, tout en repensant à Pablo. Parfois, elle pleurait devant les clients. Un jour, une cliente filme discrètement pendant qu'elle lui racontait son histoire. Aissata explique calmement « J'ai payé les études de Pablo jusqu'à son master, et voilà ce qu'il fait maintenant. Il m'a chassé de la maison de notre père. Il a l'argent pour payer des avocats. Moi, je n'ai rien, je ne peux rien faire. » La cliente poste la vidéo sur les réseaux. En quelques heures, elle devient virale. Les gens commentent, partagent, s'indignent. Le nom de Pablo circule, associé à l'ingratitude. Pablo découvre la vidéo et tente de limiter les dégâts. Il publie un message « Ma sœur manipule l'opinion, elle cherche la pitié. » Mais plus il parle, plus les gens s'énervent. Les commentaires s'enflamment, les partages explosent. Pendant ce temps, le petit commerce d'Aissata attire de plus en plus de monde. Les clients viennent en grand nombre. Certains viennent pour la nourriture, d'autres viennent pour la soutenir. Avec l'argent, elle loue un local, elle peint les murs, installe des tables. Le jour de l'ouverture, la file dépasse le coin de la rue. Sur l'enseigne, elle met un seul mot, « devoir ». Un soir, elle reçoit un message vocal de sa mère. La voix tremble. « Ma fille, Pablo souffre. Sa direction au travail l'a suspendu. La famille est divisée. Le sang est plus fort que l'orgueil. Reviens, ma fille. Pardonne ton frère pour sa bêtise. S'il te plaît, ma fille. » Aissata écoute jusqu'au bout. Elle soupire. Elle pose le téléphone. Elle regarde son restaurant plein. Elle se dit « Je n'ai plus la force. » Cette fois, Aissata a décidé de ne plus retourner en arrière. Pensez-vous qu'elle devrait répondre à sa mère et se reconnecter avec son frère ?